Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battue. Je suis simplement sortie du bâtiment en sachant quelque chose qu'ils ignoraient. Le système dont ils étaient si fiers n'avait plus d'âme, sans moi. Ils ont effacé mon nom des plans et confié mon travail à quelqu'un qui ne pouvait même pas expliquer comment il fonctionnait. Mais je ne suis pas revenue avec des menaces. Je suis revenue avec des résultats, contrat après contrat. Si vous avez déjà été mis de côté, sous-estimé ou remplacé par quelqu'un de plus bruyant, mais pas plus intelligent, alors cette histoire est pour vous. Abonnez-vous, laissez un commentaire et parlons de ce qu'est le vrai pouvoir. Ils n'ont même pas osé me regarder dans les yeux quand ils l'ont fait. Le nouveau vice-président des opérations, quelqu'un qui n'était même pas là quand on corrigeait encore des bugs sur des ordinateurs portables de seconde main, a fait glisser une enveloppe de rupture sur la table comme s'il remettait un ticket de caisse. 2 lignes, une signature, aucune explication, même pas une pause. La représentante RH se tortillait à côté de lui, visiblement mal à l'aise. Elle savait qui j'étais, ce que j'avais accompli, mais le protocole, c'est le protocole. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai rappelé aucun souvenir. Je suis juste restée immobile pendant qu'il finalisait mon exclusion de l'entreprise que j'avais contribué à bâtir dès son tout premier pitch deck. Et lorsqu'ils m'ont demandé si j'avais des questions, je me suis simplement levée, j'ai glissé l'enveloppe dans la poche de mon manteau et j'ai hoché la tête. Ce n'était pas une défaite, c'était une reconnaissance, celle que tout venait de basculer. 2 heures plus tard, alors que j'attendais l'ascenseur dans le hall, j'ai vu mon remplaçant apparaître sur un écran dans l'atrium. Le nouveau responsable de l'expérience plateforme. Un homme que je n'avais jamais rencontré. Un CV impeccable. Diplômé de l'Ivy League, ancien consultant, spécialiste de la vente de systèmes qu'il n'a jamais codé. Je l'ai regardé sourire et présenter une diapositive que j'avais moi-même conçue 6 mois plus tôt. Mon architecture, ma nomenclature, mais son visage, sa voix. Le système avait apparemment une nouvelle histoire, une où je n'étais plus qu'une phase dépassée. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un malentendu, ni de la politique, ni une évaluation de performance. C'était chirurgical, un effort calculé pour effacer celle qui avait un jour été indispensable. La stratégie n'était pas nouvelle, remplacer le bâtisseur par un vendeur, réécrire les crédits, présenter le produit comme s'il était né fini, propre et sans auteur. Ils pensaient que je partirais en silence, que je disparaîtrais dans cette zone grise où vont les ingénieurs oubliés une fois que la machine à hype réclame un visage plus frais. Mais ce qu'ils ont mal calculé était simple. Je n'avais plus besoin d'eux pour valider ce que j'avais construit. Je n'avais plus besoin de leur plateforme. Parce que j'avais déjà mémorisé chaque faille de leur infrastructure, chaque raccourci pris malgré mes avertissements, chaque rustine appliquée pour rassurer les investisseurs. Je ne suis pas partie avec de la rancune. Je suis partie avec une clarté totale. Ils m'ont licenciée comme si j'étais jetable. Mais ils n'ont jamais pris le temps de se demander ce qu'ils étaient réellement en train de jeter. Je ne suis pas revenue en arrière, j'ai simplement pris une autre direction. Il fut un temps où mon nom était le premier cité à chaque appel avec les investisseurs. À l'époque où l'entreprise tenait encore dans un espace de coworking qui sentait le café brûlé et l'ambition carbonisée, j'étais celle qu'on venait chercher quand tout tombait en panne. Pas parce que j'avais un titre, je n'en avais pas, mais parce que je comprenais le système comme personne d'autre. Je n'étais pas une spécialiste. J'étais le fil qui reliait les serveurs, les flux de travail, les humains qui faisaient tourner la machine. Quand le module d'onboarding s'est effondré 3 heures avant notre première démo en entreprise, c'est moi, un tableau blanc et 3 paquets de crackers de distributeurs qui avons sauvé le contrat. Je ne comptais pas mes heures, je comptais ma survie, et c'est ça qu'ils ont oublié. Ils ont commencé à appeler ça
la plateforme, comme si c'était un objet divin qui s'était matérialisé tout seul. Mais il n'y a jamais eu de magie. Seulement des nuits blanches, des builds cassés, des comparaisons manuelles de logs et un instinct viscéral que je ne pouvais pas transmettre. Je pénétrais dans des salles remplies de diplômés dont les études avaient coûté plus cher que mon premier salaire. Mais quand le système déraillait, c'était moi qui le regardais. Pas parce que j'étais la plus bruyante, parce que j'avais raison. Silencieusement, constamment et de façon dérangeante. Mais quand l'argent est arrivé, et avec lui son propre vocabulaire, les choses ont changé. Soudain, il ne s'agissait plus de disponibilité ou de fiabilité. Il s'agissait d'optique marché, d'alignement vertical et de cohésion de plateforme. Des mots qu'on utilise quand on ne comprend pas le moteur, mais qu'on veut faire semblant de conduire la voiture. Mes suggestions sont devenues des préférences héritées. Mes alertes, trop détaillées. Et le pire de tout, mes contributions ont été requalifiées en succès d'équipe. Je ne me suis pas plainte, je me suis adaptée, mais j'ai gardé un inventaire mental, pas par rancune, par instinct. Cet instinct, c'est ce qui m'a empêché de m'effondrer, c'est ce qui m'a retenu de réagir quand ils ont embauché des consultants qui se sont attribués les protocoles que j'avais posés dès la version 1. J'ai laissé faire. J'ai hoché la tête pendant les réunions où l'on me réexpliquait mes propres idées. Parce que je ne cherchais pas la validation. Je cherchais autre chose, une compréhension de la fragilité de leur version du succès. La rupture n'a pas eu lieu le jour où ils m'ont licencié, mais des semaines plus tôt, lors d'un sommet produit. Un chef de produit junior d'une société partenaire m'a pris à part après une session et m'a dit « Vos concurrents copient votre architecture, mais ils n'arrivent toujours pas à comprendre comment vos arbres logiques résolvent les exceptions aussi vite. » J'ai souri, serré sa main et je n'ai rien répondu. Mais j'ai gardé sa carte. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils observaient. Ils ne faisaient pas que voler mon langage. Ils essayaient de copier quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et ça signifiait qu'il y avait une place pour quelqu'un qui, lui, comprenait. Je ne savais pas encore quelle serait ma prochaine étape, mais je savais exactement ce qu'ils avaient négligé. Et dans ce jeu-là, être négligé, c'est juste une autre façon d'être sous-estimé. Il m'a fallu 3 jours pour arrêter de vérifier ma boîte mail. Les vieilles habitudes meurent lentement, surtout quand on a passé des années à brancher son système nerveux à chaque alerte système, notification produit et urgence de minuit. Mais au 4e matin, le silence a commencé à ressembler à un nouveau type de signal, non pas une absence, mais une permission. Alors j'ai ouvert un carnet vierge, tracé une ligne au centre et inscrit un seul mot en haut, levier. À gauche, j'ai listé ce qu'ils avaient encore, le personnel, la reconnaissance de la marque, une liste de diffusion gonflée. À droite, j'ai commencé à noter ce qu'ils n'avaient plus. Et cette liste-là s'est allongée bien plus vite. Je n'avais pas encore de plan, juste une clarté. Et c'est cette clarté qui m'a poussé à décrocher quand Elias a appelé. Il n'était pas tape à l'œil, pas de slide brillant, ni de titre gonflé. C'était le fondateur d'un concurrent discret, une entreprise que je battais régulièrement dans les appels d'offres, non pas parce que leur technologie était mauvaise, mais parce que leur message ne passait jamais. Mais je me souvenais d'Elias. Des années auparavant, lors d'un petit panel, il avait posé la question la plus intelligente de la salle, mais s'était fait écraser par un cadre plus bruyant et plus brillant. J'avais été la seule à lui répondre après la session. Quand il m'a appelé aujourd'hui, il n'a pas fanfaronné. Il a simplement dit « J'ai entendu dire que tu étais libre. » C'est tout. Pas d'offre, pas de pitch, juste une porte entr'ouverte. Je ne l'ai pas franchie tout de suite. Je lui ai demandé quel type d'entreprise il voulait construire. Pas ce qu'il vendait aujourd'hui, mais ce qu'il voyait dans 5 ans.
Il a marqué un temps, puis il a dit « Un endroit où l'architecture n'est pas une réflexion de dernière minute, où l'on ne court pas après les utilisateurs, on garde ceux qui nous font confiance. » C'était la seule réponse dont j'avais besoin. Nous n'avons pas fait d'annonce tonitruante. Je n'ai pas mis à jour mon profil LinkedIn. Personne dans mon ancienne entreprise ne savait où j'étais allé. Ils pensaient que j'avais rejoint un grand groupe ou pris un congé sabbatique. Parfait. Qu'ils me croient disparu. Pendant ce temps, je rencontrais Elias dans un bureau sous-loué au-dessus d'un cabinet dentaire. Les murs étaient fins, le Wi-Fi capricieux, mais les idées fusaient, vraies et rapides. Je ne reconstruisais pas leur système, je réimaginais ce qu'il aurait pu être si nous n'avions pas bâclé le travail pour respecter les délais de lancement. J'ai réécrit toute la couche logique à partir de zéro. Nous n'avons rien copié, rien imité. Nous avons construit plus intelligemment. Nous avons supprimé les couches héritées inutiles, reconstruit les protocoles d'intégration selon les comportements réels et testé chaque module dans des cas limites concrets plutôt que dans des scénarios imaginés en salle de réunion. J'ai fait venir une amie, une ancienne responsable QA qui avait quitté l'industrie parce que personne n'écoutait jamais ses alertes. Elle écoutait, elle aussi. Et ce qu'on a trouvé était simple. Ce n'est pas difficile de battre les géants quand les géants ont oublié d'où venait leur force. En 3 mois, nous avions un prototype plus rapide, plus fluide, qui résolvait de vrais problèmes clients. Pas des douleurs fantasmées par des gens qui n'avaient pas touché une ligne de code depuis des années. Et pendant tout ce temps, mon ancienne boîte publiait des articles de blog soignés et des mises à jour creuses, convaincue que sa domination restait intacte. Mais dans quelques semaines, il comprendrait que le marché avait changé et que c'était moi qui tenais la barre, silencieusement, de l'autre côté. Il n'avait toujours aucune idée que j'étais derrière tout ça quand nous avons décroché notre premier contrat. C'était un petit fournisseur régional d'énergie, rien qui ferait la une des médiathèques, mais un nom qui comptait dans le secteur. L'un des rares clients à avoir un jour suivi une démo produit complète avec moi, non pas par obligation, mais parce qu'il se souciait vraiment du fonctionnement du système en profondeur. Ils en avaient assez des limites de la plateforme de mon ancienne entreprise, trop rigide, trop lente à s'adapter, trop de promesses formatées de la part de chargés de compte qui ne comprenaient même pas l'architecture back-end. Quand nous leur avons présenté notre solution, plus légère, plus intelligente et pensée pour résister aux erreurs humaines, ils n'ont pas eu besoin d'être convaincus. Ils ont signé en quelques jours. Pas de négociation, pas de marchandage. Ils ont simplement dit « ça a enfin du sens ». Ce qu'ils ignoraient et que je n'ai jamais mentionné, c'est que j'avais construit à l'origine le système qui faisait tourner leur solution initiale. Et que maintenant, j'en avais conçu une bien meilleure. À partir de là, l'élan a été discret mais implacable. La signature suivante s'est faite via une demande inversée. Une entreprise de taille moyenne dans le secteur de la durabilité nous a contactés, et non l'inverse. Ils avaient vu passer des rumeurs sur un canal Slack privé de clients à propos d'un nouvel acteur qui ne traite pas les ingénieurs comme un simple service support. Leurs mots, pas les miens. L'accord s'est conclu en moins de 2 semaines. De retour dans mon ancienne entreprise, le changement ne s'était pas encore fait sentir. Ils continuaient à parader dans les conférences, fiers de mises à jour, produits inutiles et d'intégration qui ne fonctionnaient que dans des démos parfaitement contrôlées. En interne, je sentais déjà les fissures. Emma, mon ancienne assistante, désormais dans une boîte proche, m'a envoyé un message sans prévenir. Ils perdent des clients. Personne ne le dit, mais les logs d'export CRM montrent des chutes. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vraie fracture est survenue lors de l'appel d'offres
pour un programme pilote gouvernemental, le genre de projet qui valide un produit et lui assure de la crédibilité pendant des années. Mon ancienne entreprise s'y préparait depuis bien avant mon départ. Ils connaissaient les codes, ils avaient les contacts, ils étaient les favoris. Mais ce qu'ils ne savaient non pas, c'est que j'avais réécrit les règles. Chaque exigence du cahier des charges, de la montée en charge en temps réel à la traçabilité réglementaire, mettait en valeur les forces de notre nouveau système. Et chaque faiblesse que j'avais signalée par le passé, mais qu'ils avaient ignorée, était désormais une mine dans leurs propositions. Elias et moi avons présenté dans une salle de réunion empruntée, avec 3 ordinateurs portables et une démo en direct. Pas de poudre aux yeux, pas de métriques gonflées, juste du code qui disait la vérité. Et quand le comité a commencé à poser des questions techniques, aucune n'a été redirigée. Pas de « on reviendra vers vous », pas de « je demanderai à l'équipe technique ». Nous étions l'équipe technique. Et ça comptait. Nous n'avons pas juste remporté le contrat, nous l'avons gagné à l'unanimité. Ce soir-là, j'ai reçu un nouveau message d'Emma, juste 4 mots. Le bureau de Craig est fermé. Craig, le même cadre qui m'avait dit un jour que mes préoccupations étaient trop opérationnelles pour être discutées en comité de direction, était devenu silencieux. La rumeur disait qu'il allait être déplacé dans un rôle stratégique, ce qui, tout le monde le savait, signifiait l'exil. Mais même là, il ne savait toujours pas que c'était moi. Pas avant qu'un blog spécialisé ne sorte l'histoire, une analyse des raisons pour lesquelles notre solution avait été choisie, avec des comparaisons architecturales de l'ADI à l'appui. Quelqu'un avait analysé les signatures du code via un dépôt public. Quelqu'un avait reconnu le style, les logiques d'exécution, les schémas de résolution d'erreurs. Quelqu'un savait. Et soudain, ils le savaient tous. Je n'ai pas fanfaronné. Je n'ai pas publié de fil de victoire. J'ai juste observé le silence s'épaissir de leur côté. Fuite interne, clients qui disparaissent. Offre d'emploi pour des refontes urgentes du back-end. Ils avaient construit leur château sur des plans qu'ils n'avaient jamais compris. Et maintenant, morceau par morceau, ils s'effondraient, non pas à cause d'un sabotage, mais sous le poids de leur foi aveugle, dans l'apparence au détriment de la substance. Le premier email venait d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Court, formel, presque hésitant. Nous menons un examen stratégique de notre architecture actuelle et aimerions avoir l'opportunité de reprendre contact. Aucune mention de qui était ce nous. Aucun objet, aucune signature, si ce n'est un titre générique, directeur des relations plateformes. Je l'ai supprimé. Pas par colère, mais parce que s'il devait tourner autour de mon nom pour demander de l'aide, alors il n'était pas prêt à entendre la vérité. Le lendemain, un second message est arrivé, cette fois de quelqu'un dont je me souvenais. Paul faisait partie des rares ingénieurs que je respectais dans l'ancienne équipe. Il gardait la tête baissée, écrivait du code propre et ne prétendait jamais savoir plus qu'il ne savait. Son message était différent, director, honnête. Tout s'effondre et personne aux commandes ne comprend pourquoi. Je pensais que tu méritais de l'entendre de la part de quelqu'un qui se souvient. Puis vint le message vocal. Je n'ai pas décroché, mais j'ai immédiatement reconnu la voix. Craig. Le même cadre qui avait un jour déclaré devant une salle d'investisseurs que notre succès repose sur une vision de leadership unifiée, pendant que je corrigeais un bug critique qui aurait fait capoter tout notre déploiement du 3e trimestre. Aujourd'hui, sa voix se brisait dans le silence. Si tu es prête à discuter, j'aimerais parler d'une façon d'avancer ensemble. Il est possible que certaines choses aient été sous-estimées. Je n'ai pas répondu, parce qu'à ce moment-là, la vérité avait déjà pris forme sans que j'aie à prononcer un mot.
Ils ne perdaient pas leurs clients à cause de moi. Ils les perdaient parce que le système que je maintenais autrefois tenait désormais entre les mains de gens qui savaient le vendre, mais pas le faire fonctionner. La logique s'effondrait subtilement, la latence s'infiltrait dans les fonctions critiques, les scripts de gestion d'erreurs tournaient en boucle sans jamais remonter les incidents, les points d'intégration échouaient sous de vraies charges. Je n'avais pas besoin de consulter leur tableau de bord pour le savoir. J'avais construit ce système qui faiblissait. Et j'avais déjà reconstruit la version qui ne flanchait pas. Un de nos nouveaux clients m'a transféré un message qu'il avait reçu de l'équipe renouvellement d'Elix. Un appel à l'aide déguisé en point de performance. Le ton était désespéré mais poli. Nous serions heureux d'envisager un nouveau partenariat adapté à vos besoins actuels. Le client n'a même pas répondu, il avait déjà migré chez nous. Et plus important encore, il savait qui avait écrit le système qu'il utilisait maintenant. Et qui s'était contenté d'hériter de celui qu'il utilisait autrefois. Quand l'équipe juridique d'Elix a finalement pris contact de manière formelle, ce n'était pas pour menacer, c'était pour négocier. Des options de licence, des propositions de conseil, même une suggestion d'attribuer rétroactivement ma co-rédaction sur certains livres blanc-clés. Tout cela enveloppé dans un langage soigneux, celui qu'on utilise quand on essaie de ne pas admettre qu'on a déjà perdu. Je n'ai pas pris l'appel. Je n'ai pas répondu. Parce qu'au moment où ils se sont souvenus de mon nom, je l'avais déjà effacé de tous les endroits où ils pensaient le trouver. Ils sont revenus trop tard, et je n'étais plus intéressée à participer au sauvetage. Il m'arrive encore de passer devant leur bureau, pas par nostalgie, juste parce que c'est sur mon chemin. Le bâtiment est toujours là, grand et froid, avec son sourire de verre et son hall poli, mais il semble plus petit maintenant. Pas physiquement, en présence. Le même endroit qui a jadis avalé mon temps, mon énergie, mon nom, n'est plus aujourd'hui qu'un espace parmi tant d'autres, peuplé de gens qui lisent des rapports stratégiques sans jamais avoir su qui avait écrit le code d'origine. Je ne m'arrête pas. Je ne lève pas les yeux. Je n'en ai pas besoin. Parce que je ne suis plus celle que j'étais en quittant ce bâtiment. Et eux ne sont plus ceux qu'ils prétendaient être quand ils m'ont laissé partir. Notre nouvelle entreprise n'a pas eu besoin de lancement tapageur, pas besoin d'influenceurs ou de faux témoignages. Nous avons simplement répondu aux questions que l'ancien système n'avait jamais su résoudre. Les clients ne sont pas venus pour l'effet de mode, ils sont venus pour la fiabilité. Ils sont venus parce que nous respections l'architecture, pas seulement l'apparence. Et nous avons tenu parole, discrètement, avec précision, sans faire de bruit, parce que nous n'avions pas besoin d'applaudissements. Nous avions besoin de résultats. Et nous les avons obtenus. Quand la revue spécialisée nous a classés comme la plateforme à la croissance la plus rapide du secteur, je n'ai pas fêté, je n'en ai même pas parlé. Je me suis juste assise dans notre modeste nouveau bureau, pas de sol en marbre, pas de bar à espresso, et j'ai terminé la notation des notes de version avec le même soin que lorsque je travaillais seule. Parce que c'est ce que font les vrais bâtisseurs. Nous n'avons pas besoin de rappeler au monde qui nous sommes. Nous continuons simplement à construire des choses que personne d'autre ne sait reproduire. Ils pensaient avoir licencié un nom. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que j'étais déjà sortie de leur ombre. Je ne les ai pas détruits. Je n'en ai pas eu besoin. Leur chute n'a été qu'une réaction différée à leur oubli de la règle la plus fondamentale de tout système. Si l'on néglige les fondations trop longtemps, elles oublient comment vous porter. Alors non, je ne les ai pas abattus, je les ai simplement dépassés. Et maintenant, ils découvrent, en silence, ce que j'ai toujours su, qu'un système ne fonctionne vraiment que quand celui qui l'a construit croit encore en lui. Cette histoire ne parle pas de rage, elle parle de retenue. Ce n'est pas un récit d'explosion ou de vengeance publique,
C'est une affaire de précision, de mémoire, et de partir sans regarder en arrière lorsqu'un endroit ne mérite plus votre énergie. Au fond, c'est un rappel que parfois, la meilleure forme de justice ne réside pas dans la destruction de l'autre, mais dans la construction de quelque chose de meilleur, en les laissant regarder depuis l'extérieur. Quand quelqu'un tente d'effacer votre valeur, le vrai pouvoir ne vient pas de la revanche. Il vient de la preuve, silencieuse, constante, que leur approbation n'a jamais été la source de votre valeur. L'héroïne n'a pas cherché à se faire réembaucher. Elle n'a pas supplié pour de la reconnaissance. Elle n'a pas intenté de procès, ni crié. Elle a simplement avancé, avec intention, en s'entourant de personnes qui respectaient la substance de son travail et en construisant quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce n'est pas seulement une vengeance, c'est une redirection. C'est la dignité en mouvement. C'est un message pour tous ceux qui ont déjà été remplacés, écartés ou sous-estimés. Vous n'avez pas besoin de revenir en arrière pour être complet. Il suffit d'avancer avec clarté. Dans le monde d'aujourd'hui, où le travail discret est souvent éclipsé par les voix bruyantes, on peut facilement croire qu'être ignoré signifie être inutile. Mais la vérité, c'est que ceux qui construisent en silence sont souvent ceux qui tiennent les clés lorsque tout le reste s'effondre. Le respect ne se réclame pas, il se mérite avec le temps. Et il reste lorsque les gens réalisent qui faisait vraiment tenir le système. Comment commencer dès aujourd'hui? Ne réagissez pas dans la précipitation. Faites une pause, observez, laissez le silence faire une partie du travail. Faites une liste de votre vraie valeur, pas vos titres ni vos fonctions, mais les choses que vous seuls savez faire. Investissez votre énergie dans des personnes et des environnements qui reconnaissent votre architecture, pas juste votre présence. Documentez votre travail, vos réussites, vos idées. Pas pour riposter, mais pour vous souvenir de ce que vous avez bâti. Si cette histoire vous a fait réfléchir à votre propre valeur ou à un moment où vous avez été sous-estimé, laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-nous comment vous avez trouvé votre voie ou comment vous êtes encore en train de la trouver. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler ce dont il ou elle est fait. Parfois, la réponse la plus puissante n'est pas de crier en retour, c'est de construire si solidement qu'ils ne peuvent plus détourner le regard.